Salut Charlotte, ça va? Très bien, merci. Alors pour ceux qui découvriraient cet épisode, Charlotte, la pauvre, n'était pas du tout au courant de ce tournage. Elle s'est faite avoir sur un beau guet-apens, comme on dit. La règle maintenant chez Isanka, enfin la règle, façon de parler, c'est que si tu mets les pieds dans le studio, tu as de grandes chances de te retrouver à la place de Charlotte. La vengeance est un plat qui se mange froid. Pas de problème. En toute bienveillance. Hein. On est prêt, on attend que ça presque. D'accord. Donc voilà, c'est un épisode qui est complètement improvisé. Merci de te prêter au jeu. C'est un exercice comme un autre. Déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais? Alors oui, donc Charlotte Bourdin, je suis associée du cabinet RSM, je suis experte comptable depuis quelques années. Je travaille, bien sûr, en expertise comptable et je m'intéresse particulièrement au sujet de la réforme de la facturation électronique, la data, l'intelligence artificielle, appliquée à mon métier, mais aussi au métier de mes clients. Voilà. J'ai une spécialisation dans le secteur du jeu vidéo et des startups, mais je peux m'occuper de toute entreprise, bien entendu. Ok, donc justement, c'était ma question, parce que des fois, il y a des cabinets qui se spécialisent sur une typologie d'entreprise. Chez vous, chez RSM, c'est tout type d'entreprise que vous accompagnez? Oui, alors on est 8 associés, donc chaque associé a une appétence particulière, mais en règle générale, une spécialisation va de 10 à 50% de notre activité. Puis après, nos clients n'ont pas qu'une activité. Oui. On peut faire du patrimoine, leur activité principale. On s'occupe des fois des enfants. Enfin voilà, des fois il y a toute la famille en tout cas qui se joint à nous, quoi. Et du coup, vous vous occupez de tout tout ce qui touche à la compta? Oui, compta, social, juridique. Maintenant, on est aussi sur de la transmission d'entreprise, la gestion de patrimoine, les systèmes d'information dans leur globalité. Donc, on peut toucher maintenant à beaucoup, beaucoup de choses. On s'ouvre en tout cas. Alors moi, il y a une première question qui pique ma curiosité. On en discutait tout à l'heure. En fait, tout à l'heure, j'ai discuté un petit peu avec toi. Ça m'a permis de jauger un petit peu. Et je te disais tout à l'heure, quand on est enfant, on dit, moi, je veux être astronaute, je veux être archéologue, mais on n'entend pas, je veux être comptable. Non, c'est pas mon cas non plus. Hein. Alors, quel a été ce déclic? Je dirais que c'est plutôt des rencontres. Je suis arrivée dans le cabinet RSM dans lequel je travaille aujourd'hui. Donc en soi, je suis un pur produit, a priori comptable. Mais quand je suis arrivée, on m'a plutôt demandé des tâches plutôt financières, mais pas tout de suite liées à la comptabilité. Et je travaillais dans le marketing. Ok. Et donc, à force, je travaillais avec Thomas. Que tu dois connaître, qui m'emmenait absolument partout avec lui parce qu'on était d'une structure déjà beaucoup plus petite. Et donc, en fait, avec un besoin, un manque de ressources, etc., il m'emmenait partout avec lui. Et en fait, j'étais piquée de curiosité pour ce métier-là et non pas, je suis tombée amoureuse des déclarations de TVA, ce qui n'est pas le cas. Donc, je le comprends aussi de mes clients. Mais c'est qu'il y avait tout un truc où on rentrait vraiment dans la vie professionnelle des gens et avec leurs histoires de gens qui ont commencé par un métier et qui en ont fait un autre. Donc, quelque part, j'ai trouvé ça très enrichissant. Et j'avais envie d'apporter un peu ma pierre à l'édifice en me disant que la compta, c'était un moyen de faire plein de choses et non pas une fin en soi. Et du coup, j'ai changé mes études et je me suis réorientée dans la compta en faisant plein de diplômes en même temps et aujourd'hui diplômée, donc j'ai quand même le droit de faire de la compta officiellement. Mais voilà, je pense que c'est des rencontres. Je pense que c'est une grande partie des métiers aujourd'hui que l'on fait, c'est lié à une rencontre qu'on fait à un moment donné. Oui, et que très juste. Je ne change. Enfin, aujourd'hui, je suis très fière d'avoir rencontré, en tout cas Thomas, qui m'a fait découvrir ce métier-là. Très cool. Et alors justement, la compta, on sait que c'est le nerf de la guerre, mais on va être transparent. Il n'y a personne qui saute au plafond en se disant « trop cool, je vais faire de la compta » en tant que dirigeant. Oui. C'est un beau défi, du coup, de rendre la compta, entre guillemets, sexy, si tu me permets l'expression. Oui, je dis pareil. Comment vous vous y prenez chez RSM? Pour la rendre sexy, on fait en sorte que notre client y passe le moins de temps possible. Donc déjà, ça enlève une ou deux barrières. Bon argument. Voilà. On essaye de ne pas avoir un langage technique. Je suis la première, quand un client me parle de son métier, c'est son métier, mais si je ne comprends pas ce qu'il dit, on va avoir du mal à travailler ensemble et à collaborer. Donc, on va dire, déjà tu respectes ces deux éléments-là, il va se passer un truc. Puis, en fait, après, c'est le relationnel. C'est si je parle de ton quotidien,
Moi, après, je vais faire la traduction dans ma tête de comment concrètement en compta ça se fait. Et puis, je vais parler plutôt de qu'est-ce que je peux t'apporter par rapport à tes problématiques actuelles. Mais en fait, on va parler d'humain à humain, de quelqu'un qui, pour moi, la compta, c'est de la base de données. Et ton comptable ou ton expert comptable, lui, il a une connaissance avec une base de données plus grande que la tienne. Et donc, c'est comment il va mettre à ton service toutes ces connaissances, parce qu'il y en a un qui s'est cassé les dents, il y en a un qui a liquidé, il y en a un qui a réussi. Et donc, en fait, tout en gardant bien sûr le secret professionnel qui est quand même la clé dans notre secteur, je rends accessible comme ça. Et donc, on forme nos collaborateurs à faire ça. D'accord. Qui n'est pas une mince affaire, puisqu'il y a quand même des dizaines et des dizaines d'années de pratique pas sexy, quoi. Ouais. Il y a tout un travail en amont qui est dans l'ombre qu'on ne voit pas toujours. C'est ça. Et on pourrait croire que c'est plutôt les jeunes qui se laissent faire, c'est-à-dire les jeunes diplômés, ceux que c'est plus facile à les faire rentrer dans le cadre, entre guillemets, dans le nouveau cadre qu'on essaie de donner à la profession. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, même ceux qui sont proches de la retraite, ils jouent le jeu, quoi. Oh, mais très cool. Voilà. Et alors justement aussi, on a des dirigeants qui traînent des pieds quand il faut transmettre les documents ou même juste s'intéresser à la compta. S'ils peuvent esquiver, ils esquivent. On va voir. On le sait. Et puis en plus, il y en a qui vont dire non, mais maintenant il y a plein d'outils, il y a l'IA, c'est bon, je vais me débrouiller. Quelle serait ta réponse par rapport à ça ? J'ai tendance à dire la multiplication des outils, c'est pas ça qui va multiplier ta performance. Parce que si tu sais pas utiliser un outil ou en fait tu l'utilises mal, il va pas servir. J'ai tendance plutôt à dire c'est à toi c'est un rendez-vous avec toi-même. Donc si tu as envie à un moment donné, si tu es clair que quand tu vas faire telle action, tu vas avoir tel retour et qui fait quoi, c'est plus clair qu'un outil pour un outil. Il faut que ça soit vraiment un outil soit au service d'une habitude que tu as déjà prise. Si tu penses juste acheter un outil pour qu'il fasse à ta place, en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, on va dire qu'un outil, c'est un stagiaire. Si tu lui dis pas ce qu'il va faire et ce qu'il doit faire, il va pas le faire. C'est comme l'IA, si on l'adopte pas. Et encore, l'IA, tout le monde parle de l'IA parce que c'est à la mode, mais en fait, c'est vraiment beaucoup plus poussé. On est dans des schémas prédictifs, mais en fait, on parle vraiment de data. Oui. Et donc, c'est là où il y a tout un sujet de est-ce que ton information, elle est digitalisée quelque part et est-ce qu'on peut la réutiliser ? Et donc là, aujourd'hui, oui, faire des notes de frais, tu traînes les pieds. Moi-même, je suis en retard de 6 mois à ce jour sur mes notes de frais. C'est fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. C'est le grand principe, mais j'échange, je ne suis pas parfaite non plus. On a tous nos défauts, on y travaille et puis on est humain. Hein, exactement. Voilà. Tout à l'heure, quand tu t'es présentée, tu as parlé de facture électronique. Oui. Est-ce que tu pourrais en dire 2 mots ? Oui, donc c'est une réforme. C'est une réforme fiscale que l'administration française met en place, mais qui fait suite en fait à une norme européenne. On est un des derniers pays européens à s'y mettre. Donc, on est un peu les mauvais élèves, mais j'ai tendance à dire, mais non, on n'est pas mauvais élèves. On a laissé les autres se casser les dents et on va prendre leur expérience. Bon, tout est un point de vue. Oui. Moi, je suis profondément optimiste et un peu chauvine sur les bords. Oui. Donc, la réforme consiste en fait à essayer d'aller collecter la TVA chez toutes les entreprises qui sont soumises ou dans le champ d'application de la TVA, de sorte à ce que... il y ait moins de problèmes de récupération des fonds. L'État a à peu près identifié en disant que la fraude à la TVA en France, c'est à peu près 10 à 15 milliards. Donc, comme on a des problèmes de budget, surtout en ce moment, ils se disent, tiens, si on s'y mettait à la facturation électronique, ça nous permettrait globalement d'avoir une information tous les mois de combien telle entreprise a facturé, combien elle a acheté, et de faire en fait une pré-TVA. C'est un peu comme la déclaration de revenus, c'est une pré-déclaration, et si vous modifiez, ou en tout cas les cabinets, ou si vous le faites vous-même, vous modifiez les chiffres, ça ferait des appels automatiques. Ils ont mis en place de l'intelligence artificielle au sein de l'administration fiscale, et ce qui permet en fait d'avoir des contrôles fiscaux bien plus réguliers et bien plus ciblés. Donc le but de ça, c'est de se dire, il faut que pour faire tout ça, qu'on digitalise les entreprises. Donc, c'est-à-dire qu'on va passer dans un cycle où les factures arriveront sur un logiciel codé, on sera dans un système de blockchain, et que si nos entreprises en France ne sont pas sur des logiciels qui rentrent dans ces schémas-là, d'une, elles ne pourront plus facturer, donc elles ne pourront plus encaisser, puisqu'elles ne seront pas dans ce schéma. Et donc, du coup, c'est soit la clé sous la porte, soit on se met à cette réforme. Et la réforme va commencer doucement en fonction de la taille des entreprises. On va dire pour les TPE, PME, ça va commencer
en septembre 2026 pour se finaliser en septembre 2027. Et alors du coup, pour ce changement, est-ce qu'il y a des secteurs... Comment ça fonctionne? Bon, tu as cité les typologies d'entreprises, mais est-ce qu'ils font aussi d'abord par certains secteurs d'activité? Tout est confondu? Comment, Non. Est-ce que tu es dans le champ d'application de la TVA? C'est que tu payes ou pas de la TVA, c'est est-ce que tu es dans le champ? Est-ce que ton activité est soumise à un montant de TVA? Il y en a, on dit qu'ils sont en franchise parce qu'ils font très peu de chiffre d'affaires. Et donc, du coup, on leur dit, vous n'êtes pas soumis à TVA, mais si, ils sont dans le champ. Et en fait, le fait de rentrer les entreprises qui ont une activité qui doivent être soumis, ça permet à l'administration de vérifier quand est-ce qu'ils dépassent les seuils et donc quand est-ce qu'il aurait dû payer la TVA. Aujourd'hui, il n'y a aucun moyen à l'administration de vérifier qui triche. Et comme en fait, pour l'instant, ils ont tendance à aller sur celles qui ont les plus gros volumes, au final, c'est pour ça qu'ils disent c'est énorme en fait le manque à gagner pour l'État sur la TVA. Donc en fait, c'est plutôt toutes les entreprises qui ont une activité. Donc on laisse de côté tout ce qui est formation paramédicale sur certains. Enfin, si on fait des grandes catégories, toutes les autres activités sont soumises à TVA, soumises à facturation électronique et donc devront émettre des factures dans un format codé. Et si on n'a pas de logiciel pour le décoder et pour le recevoir, on ne peut pas la payer. Et donc, il y a quand même pas mal de sujets. Donc, on a tendance à dire, là, pour la première partie de la réforme, c'est septembre 2026. Si on sera dans l'obligation de recevoir des facturations électroniques de grandes entreprises. Donc, c'est-à-dire du Total, du EDF, ces grandes structures. Donc, si on est une entreprise, on se dit, si je n'ai pas de logiciel pour décoder et recevoir ces factures, je ne pourrai plus utiliser mon électricité. Donc, même pour toi, là, il n'y a plus de studio, quoi. Okay. Si tu ne peux pas payer EDF, si tu ne peux pas recevoir EDF, tu ne peux pas la payer, donc c'est la fin du service. Donc, ça veut dire qu'en septembre 2026, tu devras avoir un logiciel pour pouvoir le décoder. Ok, c'est justement ma question. Est-ce qu'on a une idée du délai, etc. Et comment, chez RSM ou toi, vous allez accompagner ces entreprises vers ce changement? Alors, on a commencé le système on informe, c'est-à-dire pendant la période fiscale là, qui vient de passer, où on reçoit 90% de nos clients en rendez-vous pour leur présenter leur compte. On a commencé à leur en parler. À savoir que la réforme, là, c'est pas très facile d'en parler dans le sens où septembre 2026, c'est relativement clair. Septembre 2027, ça l'est pas. Donc, ça veut dire qu'en fait, on est déjà en train de parler d'une réforme où on comprend le système, comment il va fonctionner. Par contre, les détails de concrètement quel outil et comment ça va s'articuler dans ma vie quotidienne, on n'a pas encore toutes les réponses parce qu'en fait, ce n'est pas encore acté. Et puis, on sait très bien que les réformes fiscales, surtout quand le gouvernement change, ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Donc là, c'est la partie la plus difficile, c'est de se dire, de projeter le client jusqu'à 27. C'est trop loin des fois. Donc là, on s'arrête à 26 et donc on leur explique qu'on peut leur mettre à disposition un logiciel. On leur fait des diagnostics pour voir si leur logiciel actuel, ils peuvent le garder ou est-ce qu'on peut leur en mettre un à disposition. On essaye de trouver en fait des étapes pour que pour eux, le changement soit pas trop drastique sur 2026, puisque si on s'engage à faire de gros changements, de gros chantiers sur 2026, alors qu'il y a peut-être une réforme fiscale qui va passer en fin d'année et qui va peut-être rebattre les cartes, on ne voudrait pas de frustration pour se dire au final, on n'en aura pas besoin, ça nous a coûté, parce que comme tout changement, à un moment donné, ça coûte soit du temps, soit de l'argent, soit les deux. Oui. De manière, le temps, c'est de l'argent, en règle générale, chez les chefs d'entreprise. Donc, du coup, on les accompagne plus sur leur système d'information. On est dans un schéma où on passe différents partenariats avec des éditeurs de logiciels pour en fait être des implémentateurs, je ne sais pas si ça se dit. Ça doit pas... Des intégrateurs, c'est bien aussi. Si on est des bons, on essaie de sélectionner en fait en fonction des besoins clients, de la segmentation qu'on a faite, des logiciels qui peuvent répondre à leurs besoins et où ils n'auraient pas besoin de solliciter trop d'interlocuteurs, où on serait l'interlocuteur principal pour toutes leurs questions. C'est vraiment quelque chose qui ressort de chez nos clients. C'est à chaque fois qu'on a un logiciel, on a un SAV, ils répondent pas, etc. Et là, on rassure. On dit, tu as une obligation, mais on est le garant de tes obligations. Donc, c'est là où on est en train de développer toute une offre là-dessus. Et on a déjà nos MVP qui sortent et des clients plutôt contents de nos services. Donc, c'est très encourageant. Oui, c'est cool. C'est pas le changement archi-violent où, tiens, allez, tu dois basculer. Non. Il y a cet accompagnement en douceur, on va dire. C'est ça. Donc ça, c'est très, très cool. Et du coup, RSM, vous êtes où? Alors nous, on est sur Pérols, donc à côté de Montpellier. On est sur Nîmes et Uzès pour la partie RSM Méditerranée. Mais aussi, on est sur toute la France, dans différents territoires où on couvre globalement
la France entière, on va dire, sauf le nord-nord où on n'y est pas. Mais bon, depuis le Covid, les frontières, la visio nous permet de communiquer régulièrement avec tout le monde. Mais on est aussi un réseau mondial, c'est-à-dire qu'on est le 6e plus gros réseau donc de conseils, d'expertise comptable, de commissariat aux comptes. Donc, ce qui nous permet d'avoir quelques échanges avec l'international. Et là, par exemple, sur les réformes, ce qui nous permet d'échanger avec l'Italie, l'Espagne, etc. Et ils nous échangent en fait vraiment les cas concrets qu'ils ont rencontrés, et ce qui nous permet, en tout cas, nous, en France, de pouvoir adapter les choses. D'adapter, peut-être avancer plus vite aussi, du coup. C'est ça. Puis après, s'il y a certains clients qui vont sur de différents pays, ça nous permet aussi de les faire accompagner par de nos associés, quoi. Très cool. Du coup, on a un accompagnement complet, sur mesure, adapté à la vitesse de chacun. Ouais. Et ouais. Oh, on a tous envie d'aller chez RSM, alors. Ouais. Tu prends le rendez-vous quand tu veux. Écoute, on va en discuter. Merci en tout cas, Charlotte, pour ce temps. De rien. C'était hyper cool. Ouais. Même moi, j'ai tout compris. Ah, incroyable. Limite, j'ai accroché, j'ai envie d'en savoir plus. Attention, là, il y a un déclic sur la compta. Waouh. Non, mais c'était très cool. Et c'est chouette aussi d'avoir quelqu'un du métier qui prend le temps d'expliquer. Parce que parfois, comme tu l'as dit, il y a tout un jargon. En plus, c'est un sujet qui n'est pas le plus cool. Sexy. C'est pas le plus fun. Donc, merci pour ce temps. Merci pour ces explications. De rien. Et puis peut-être à bientôt pour d'autres épisodes. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. De rien, merci.